Pretoria a déposé une plainte contre Israël pour génocide. C'était en décembre 2023 devant la Cour internationale de justice, chargée de régler les différends entre les différents États. Permettez la tautologie. Et Pretoria accusait Israël d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression de crimes de génocide dans son assaut militaire du côté de Gaza. Une autre actualité qui a été dénoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'hémicycle de l'Assemblée générale des Nations unies. Celui-ci a estimé que si les Nations unies avaient appuyé la plainte portée contre Israël, eh bien, celle-ci aurait avancé depuis belle lurette. Israël continue donc d'être soutenu par les États des Nations unies. C'est en tout cas ce que pense le président de l'Afrique du Sud. Un autre président qui s'est exprimé, eh bien, c'était le président brésilien Lula da Silva, qui a estimé que 2023 était l'année la plus dangereuse et tristement célèbre en termes de conflits dans le monde. On en parle dans notre émission Regard panafricain, mais nous discuterons aussi des dernières sorties du président Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon, par exemple, à l'hémicycle et également de l'Assemblée générale des Nations unies, on va le dire plutôt en marge du sommet de l'avenir, a appelé le Conseil de sécurité à se reformer à l'image des gouvernements de révolution qui sont sur le territoire africain. Quant à Bamako, Bamako appelle donc à la punité face à tout ce qui se passe sur le territoire sahélien avec la présence des terroristes qui va les punir, qui les traînera en justice. Eh bien, on en parle dans ce programme Regard panafricain qui reçoit le docteur Sango, politologue et internationaliste. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir Madame Cassandra Bekoudé, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à la technique et ravi d'être encore là ce soir dans le cadre de cette émission Le Regard panafricain. C'est un plaisir de vous recevoir. On démarre nos échanges, c'est juste après cette transition. Merci de nous écouter sur For You Radio. Vous regardez l'émission Regard panafricain sur For You Télévision et sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa. Docteur Sango, vous êtes avec nous. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte depuis le 22 septembre dernier à l'hémicycle de l'ONU à New York. Plusieurs présidents ont déjà pris la parole avec des discours, comme on le sait, assez poignants. Avant de discuter ensemble du discours de l'Afrique du Sud, docteur Sango, quelle lecture déjà vous faites de ces différents passages des chefs d'État à l'hémicycle où ils s'expriment dans des discours? Certains font des bilans, certains profitent pour dénoncer des situations conflictuelles entre États dans le monde, certains profitent également pour appeler à l'aide publique au développement, par exemple. Déjà, il faut commencer par reconnaître que c'est une coutume traditionnelle parce que ce n'est pas une première fois que cela se passe. Nous sommes toujours habitués à ces rencontres, à ces assemblées générales des Nations Unies où chaque année, ces États membres se réunissent pour faire le bilan d'un certain nombre d'éléments qui traversent les relations entre les États, les violences, etc. dans le monde. Donc, d'entrée de jeu, il faut qu'on reconnaisse qu'en réalité, cette session qui est en train de se tenir s'inscrit tout simplement dans la dynamique des autres sessions qui ont toujours eu à se tenir dans le passé. Maintenant, pour pousser l'analyse, il faut comprendre que l'Assemblée générale, en réalité, n'est que l'Assemblée générale, parce que lorsqu'on voit l'organisation et le fonctionnement de cette institution-là, l'Assemblée générale qui est censée être l'organe suprême qui devrait, n'est-ce pas ici, normalement prendre des décisions et les faire imposer aux États, est totalement devenu subsidiaire à un autre organe qu'on appelle le Conseil de sécurité. Dans ce parti pris analytique, vous comprenez donc avec moi que les différents discours qui se sont attelés et là et ça et là ne sont que des discours en réalité qui n'ont rien à voir avec des enjeux opérationnels. C'est-à-dire c'est des discours qui vont être dits mais en réalité qui ne vont avoir aucun impact sur le plan
du changement ou alors sur le plan de la dénonciation des sujets pour lesquels ces discours ont été, n'est-ce pas, prêchés ou alors édités. Donc voilà le malheur qu'on peut aujourd'hui relever et qu'on peut dénoncer lorsque nous analysons les Nations Unies et ses différentes assemblées, lorsque nous analysons ces discours des chefs d'État qui prêchent depuis pratiquement plusieurs années sans que en réalité cette institution-là ne puisse les comprendre ou alors ne puisse, n'est-ce pas, essayer d'imposer des actions qui visent à implémenter ce pourquoi ces chefs d'État, n'est-ce pas, ont tenu des discours. Donc d'entrée de jeu, voilà le marasme qu'on doit, n'est-ce pas, dénoncer. Voilà la situation qu'il faut privilégier lorsqu'il faut analyser ces différents discours qui ont été étalés ça et là dans ce pupitre des Nations Unies. Tous les chefs d'État africains se sont exprimés et chacun a posé des problématiques, n'est-ce pas, poignantes, qui sont vraies du point de vue, n'est-ce pas, de la réelle politique, mais qui malheureusement ne peuvent pas trouver des solutions parce qu'en réalité, les Nations Unies est une institution qui, du point de vue du principe, appartient à tous les États membres, mais du point de vue fonctionnaliste et du point de vue des intérêts, est totalement un instrument qui est au service d'une minorité d'États qui parfois, eux, ne sont pas obligés de tenir des discours, mais sont présents lorsqu'il faut prendre des actions décisionnelles. Dr Sango, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rappelé que l'Afrique du Sud, loin des discours, avait tenu à porter plainte contre Israël parce que l'Afrique du Sud avait connu dans son histoire ce qu'on avait appelé l'apartheid, cette ségrégation raciale, et estime aujourd'hui qu'Israël est en train de reproduire le même schéma en Palestine. Après avoir déclaré cela, Cyril Ramaphosa n'a pas manqué d'exprimer sa dénonciation mais aussi sa déception face au fait que les Nations Unies qui détiennent, on peut le dire comme ça, dont la CIG est une partie, n'ont pas soutenu cette plainte. Aucun pays, selon lui, des Nations Unies n'a tenu à apporter son soutien à l'Afrique du Sud depuis sa plainte déposée le 29 décembre 2023. Je pense que l'action menée par la République sud-africaine est une action légitime et salvatrice qu'il faut saluer. Parce que les Nations Unies, n'est-ce pas, ont cette responsabilité. Parce que lorsque vous lisez la Charte des Nations Unies, l'objectif traditionnel, ontologique des Nations Unies, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ça veut dire que quoi? Les Nations Unies n'ont pas autre rôle que de prévenir la paix et de guérir celle-ci lorsque elle est menacée par certaines actions ou par certaines zones de violence à travers le monde. Prise dans cette logique-là, on comprend bel et bien que l'Afrique du Sud, qui a subi un phénomène totalement malveillant qu'on appelle l'apartheid, a eu donc le courage et c'est-à-dire la responsabilité de dénoncer ce que les Nations Unies sont en train de laisser faire dans d'autres États aujourd'hui, à savoir la guerre israélo-palestinienne. Et il faut relever que la guerre israélo-palestinienne n'est pas la seule zone de conflit qui caractérise le monde aujourd'hui. Lorsqu'on fait l'historiographie, n'est-ce pas, politique des crises aujourd'hui, on arrive à la conclusion selon laquelle il y a plus de crises au XXIe siècle aujourd'hui, plus qu'il y a, n'est-ce pas, eu des crises à l'époque de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Or, il faut le rappeler, peut-être restant sur la crise israélo-palestinienne, par exemple, que ce conflit israélo-palestinien est né justement 2 ans seulement après la signature de la Charte des Nations Unies, en 1941-45, puisque c'est en 1948 que cette crise-là éclate. Du moins, c'est en 1948 que les racines de cette crise-là sont posées. Or, lorsqu'on voit donc l'évolution du temps, lorsqu'on voit aujourd'hui l'histoire qui s'est déroulée, on comprend qu'en réalité,
la Charte des Nations Unies a lamentablement échoué parce que impuissante à réguler et à trouver la solution à cette crise qui perdure jusqu'aujourd'hui. Et si on étend l'analyse, on va se rendre bel et bien compte que les Nations Unies, du point de vue opérationnel lié à son objectif ontologique qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale, n'a jamais réussi, mais alors jamais réussi à ramener la paix là où la violence avait pris place. Je mets quiconque à défi de me montrer un seul endroit où les Nations Unies sont intervenues et ont réussi à ramener la paix. Aucun endroit n'existe au monde. Alors cela s'explique tout simplement par le fait que les Nations Unies n'ont pas été originellement pensées pour sécuriser le monde. Les Nations Unies sont un instrument impérialiste au service des États impérialistes. Et pour cela, je vais vous lire ce que dit la charte de l'impérialisme dans son article 7 intitulé Accords internationaux. Les articles 22, 23 et 24 en sont tellement révélateurs. Voici ce que l'article 29 nous dit. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. L'article 23 continue en disant « Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. » Et l'article 24 d'en clôturer en disant « Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sont sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. » Fin de citation. Lorsque vous prenez ces articles de la charte de l'impérialisme qui n'a jamais été aboli et qui reste toujours en vigueur, vous comprenez aujourd'hui le fonctionnement réel des Nations Unies. Toutes les résolutions qui ont été votées au niveau des Nations Unies ont été des résolutions contre les intérêts des pays africains. Je prends par exemple l'exemple de la Libye par exemple. Une résolution qui a participé à assassiner un président justement parce que celui-ci travaillait pour les intérêts de son peuple. Donc, d'entrée de jeu, il faut reconnaître que l'action de la République sud-africaine est une action qu'il faut, n'est-ce pas, saluer, mais c'est une action qui tombe comme une épée dans l'eau parce qu'en réalité, cette institution-là ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, ces critiques-là, d'accord? C'est bien de dénoncer, mais je pense qu'aujourd'hui, les États africains qui sont majoritairement victimes des actions de cette institution-là devraient procéder autrement. D'accord? Il y a une autre façon de procéder et je pense que c'est cette façon-là qui pourra permettre aux États africains d'être écoutés ou du moins d'amener rapidement cette institution à se reformer ou du moins à disparaître pour laisser la place à une nouvelle institution qui pourra cette fois-ci prendre, n'est-ce pas, en compte les desiderata de tous les États du monde. Merci, Dr Sango, je vous entends parfaitement, mais le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ici dénoncé le manque d'union au sein des Nations Unies. Il a dénoncé cette incapacité à porter à bras-le-corps une cause comme celle de la Palestine, comme celle de la bande de Gaza. Mais il y a une chose que nous constatons, Dr Sango, c'est que si l'Afrique du Sud est l'un des pays africains qui a tenu ce type de discours, par exemple, concernant les Nations Unies, en estimant que l'Union n'est pas incarnée au sein de cette union de nations finalement, il reste que les pays africains devraient peut-être aussi être pointés du doigt en termes de manque d'union au sein de l'Union africaine. Est-ce que finalement les pays africains ne laissent pas leur propre véranda où l'union n'existe pas pour s'accrocher à mettre le grappin sur une organisation comme l'Organisation des Nations Unies? Oui, vous avez fondamentalement raison, madame. Il faut comprendre qu'il y a deux niveaux de responsabilité qui
qu'il faut exposer pour répondre à votre question. La première responsabilité, c'est celle qui se retrouve au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies, n'est-ce pas, pour des raisons, n'est-ce pas, de son organisation et de son fonctionnement, ne peuvent jamais parler avec unanimité et univocité. D'abord parce que en réalité, au sein de cette institution, il existe, n'est-ce pas, les membres permanents avec droit de veto qui ne peuvent pas accepter que les choses se fassent de la même manière. Lorsque vous voyez les 5 États qui ont le droit de veto au niveau de cette institution-là, les idéologies qui caractérisent ces 5 États-là sont totalement différentes. Donc, à partir de ce moment-là, il sera difficile que lorsqu'une résolution est mise sur la table, que cette résolution-là soit votée unanimement pour son implication. Ça, c'est de 1. De 2, je pense que l'action de la République sud-africaine souffre à peu près de ses propres turpitudes, liées, n'est-ce pas, dans l'ensemble du continent africain, pris dans sa singularité en tant que symbole unitaire. Parce qu'on voit bel et bien qu'aujourd'hui, l'Afrique peine à s'imposer dans le concert des nations, justement parce qu'elle souffre d'un mal congénital qui est celui de sa division, celui de sa balkanisation. Vous ne pouvez pas être un continent issu, n'est-ce pas, de la colonisation, un continent qui a subi l'impérialisme, un continent qui a un même passé, n'est-ce pas, violent, et prétendre être efficace sur le plan international si vous n'arrivez pas à vous mettre, n'est-ce pas, ensemble sur un certain nombre d'éléments qui caractérise votre continent. L'Union africaine aujourd'hui, qui symbolise le continent en tant qu'entité unitaire, aurait été aujourd'hui plus utile et plus efficace si cette institution-là travaillait pour les intérêts du continent africain. Imaginez par exemple que la plainte qui a été posée, n'est-ce pas, au niveau de la CIJ par la République sud-africaine, le soit par l'ONU, par exemple, par l'Union africaine, voudrais-je dire. Imaginons si c'était l'Union africaine qui portait cette résolution et la déposait au niveau de la CIJ. Il y aurait plus de cohérence, plus de logique, plus de pesanteur, j'ai envie de dire plus de poids sur le plan opérationnel. Mais cela n'arrive pas à être ainsi, justement parce que malheureusement, l'Union africaine a été infiltrée et orientée vers d'autres orientations, excusez de la tautologie, qui n'ont rien à voir avec les intérêts du continent africain. Lorsque vous voyez l'Union africaine, si vous voulez qu'on essaie un peu de dire un petit mot là-dessus, l'Union africaine a pris la déroute dès son origine en 1963, lorsqu'il fallait mettre sur pied l'Organisation de l'Unité africaine. Il y avait 2 blocs, d'accord, qui s'y opposaient. Il y avait le bloc, n'est-ce pas, de Casablanca et l'autre bloc qu'on appelle le bloc de Monrovia. Vous voyez donc le bloc de Casablanca qui travaillait et qui œuvrait pour que le continent aille directement vers son unité en opérationnalisant les États-Unis d'Afrique, a été mis en minorité par le bloc des Moroviens qui voulait que l'intégration du continent africain va lentement en termes, n'est-ce pas, d'organisation. Et c'est le camp des Moroviens qui a prévalu au niveau de l'Organisation des Nations, au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est ce camp, cette idéologie qui prévaut aujourd'hui au niveau de l'Union africaine. Donc, aujourd'hui, nous comprenons que l'objectif maximaliste même de l'Union africaine n'est pas de travailler pour l'unité du continent africain. C'est une organisation qui est là pour servir d'autres intérêts, ou alors, pour parler de manière concrète, qui est là pour retarder et empêcher la création de l'unité du continent africain. C'est pourquoi aujourd'hui, conscient de cette logique et de cette réalité, on constate qu'il y a une sorte de poussée des nouveaux leaders qui pensent que
on doit faire les choses autrement. On doit créer des nouvelles organisations d'intégration sous-régionale pour essayer de poser une alternative à cette Union africaine qui a lamentablement échoué. J'ai envie de parler ici des États de l'AES portés par les 3 États, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Merci, docteur Sango. Concernant la question palestinienne, l'ONU a donc échoué, comme vous le disiez tout à l'heure, même si l'Union africaine a peiné à apporter du soutien aux pays comme l'Afrique du Sud dans sa quête pour la liberté, dans le conflit, en tout cas, sur le territoire palestinien. Eh bien, à présent, nous allons parler à docteur Sango. Ces 2 thématiques, en tout cas, se suivent les unes les autres, de la déclaration du président brésilien Lula da Silva, qui estimait, n'est-ce pas, que l'année 2023 a été l'année qui bat le record, le triste record de la recrudescence des conflits dans le monde, semblable à la période de la Deuxième Guerre mondiale. Pensez-vous que l'ONU aujourd'hui est tellement impuissante, insuffisante, mais aussi involontaire dans comment je vais dire, dans le processus de résolution des crises que vit aujourd'hui le monde? En 2023, on a enregistré l'accélération, par exemple, du conflit russo-ukrainien, l'accélération, alors le déclenchement à nouveau du déclenchement d'un second round, on va le dire ainsi, de la guerre qui existe aujourd'hui entre la Palestine et bien sûr Israël, sans oublier ce qui se passe aussi entre Israël et l'Iran. Tellement de situations dans le monde. On n'oublie pas le territoire africain, avec la recrudescence aussi des attaques en RDC, la division du Soudan une fois de plus. Docteur Sango, pensez-vous que l'ONU est impuissante, insuffisante, involontaire? Je pense que s'il y avait des mots qui soient au-dessus d'impuissance ou d'efficace, on les utiliserait pour qualifier aujourd'hui l'impuissance des Nations Unies. Les Nations Unies aujourd'hui sont, n'est-ce pas, dans une situation, n'est-ce pas, c'est-à-dire de désemparement. Une situation où en réalité, pour convoquer par exemple le schéma de ce chat qui joue avec la souris, puisqu'il y a souvent des chats ici dans certaines maisons qui ont transformé les souris, n'est-ce pas, à leur ami, en compagnon de jeu. Alors qu'en réalité, le rôle de ce chat-là était de tuer cette souris-là, qui est en réalité un mal congénital pour les populations. Donc voilà en quelque sorte le problème avec les Nations Unies aujourd'hui. Ce que le président du Brésil dit, c'est vrai. C'est d'autant vrai qu'aujourd'hui, on voit bel et bien qu'en réalité, le monde est plus en crise aujourd'hui qu'il ne l'était pendant les 2 premières guerres mondiales. Parce qu'on pense peut-être par exemple que le monde est dangereux lorsqu'il est totalement orienté vers les guerres, vers une guerre mondiale par exemple. Le monde a connu la première et la deuxième guerre mondiale. Mais sauf que lorsqu'on fait une comparaison aujourd'hui en termes de bilan, en termes, n'est-ce pas, ici, des zones de violence, nous constatons que le monde est aujourd'hui totalement empêtré dans la violence, dans tous ses coins. Pourquoi? Parce que pendant la première et la deuxième guerre mondiale, il existe des coins du monde qui n'ont pas connu la guerre. Même quand on parle de la guerre mondiale, en réalité, c'est un abus d'expression. Parce que si on voit par exemple la deuxième guerre mondiale, les États-Unis entrent en guerre à la dernière minute, au rescousse, n'est-ce pas, des alliés occidentaux, en utilisant la bombe atomique qui a bombardé le Japon à Hiroshima et Nagasaki. Donc il existait des zones dans le monde qui n'ont pas connu le même niveau de violence que d'autres États. Or, aujourd'hui, lorsque vous analysez le monde, partout aujourd'hui, il existe des zones de violence. L'Europe est en guerre aujourd'hui. L'Amérique est en guerre aujourd'hui avec le phénomène, par exemple, de drogue.
le phénomène d'immigration, le phénomène de banditisme. Le Moyen-Orient est en guerre aujourd'hui, avec la guerre israélo-palestinienne, avec la guerre du Yémen, avec la Syrie. Si on revient par exemple au Proche-Orient avec la Chine, le sempiternel problème entre la Chine et Taïwan, et le problème entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le problème entre la Chine et le Japon, tout le monde est en crise aujourd'hui. Et si on revient à l'Afrique, c'est l'apothéose. Vous voyez? Et on n'arrive donc pas à comprendre comment ces crises-là vont grandissantes alors qu'il y a un instrument qui a été mis sur pied pour empêcher et réguler ces zones de violence partout où celles-ci sévissent. C'est ça le rôle des Nations Unies. C'est ce rôle que la SDN jouait, d'accord, avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a constaté que la SDN n'avait pas réussi à atteindre son objectif qui était d'empêcher le basculement du monde vers la Deuxième Guerre mondiale. À partir de cette logique-là, on a remplacé la SDN par l'ONU qui a, elle aussi, reçu des objectifs de maintenir la paix dans le monde entier. Mais malheureusement, nous constatons que le monde est totalement devenu plutôt, n'est-ce pas, un monde de chaos, un monde de violence, un monde où le capitalisme a remplacé l'humanité. Au nom du capitalisme aujourd'hui, tous les États, toutes les zones géographiques du monde sont empêtrés dans la violence, justement parce qu'on recherche le gain. Donc, je pense que le monde doit aujourd'hui émettre un temps d'arrêt et voir là où ils ont glissé. D'où l'urgence pour les États du monde entier aujourd'hui, au lieu de faire les multiples discours comme ils le font dans cette institution-là chaque année lors des assemblées générales, qu'ils posent plutôt la problématique de la refonte fondamentale de l'ONU ou alors de la définition d'une nouvelle institution qui va remplacer l'ONU au même titre que celle-ci avait remplacé la SDN. Parce que le contexte n'est plus le même, les mentalités ne sont plus les mêmes et l'ONU aujourd'hui est dépassée et surplombée par les zones de violence qui plombent le monde dans son entièreté. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre dans cette logique-là. L'ONU est dépassée, elle ne peut pas faire autrement. Donc, comme on dit souvent, chaque chose a souvent 3 étapes dans son existence. Elle naît, d'accord, elle grandit et elle disparaît. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'ONU est à son étape à son temps de disparition. Elle doit disparaître et laisser la place à une nouvelle institution qui doit naître et faire aussi son parcours. Docteur Sango, il y a une précision que j'aimerais que l'on puisse faire dans cette émission Regard panafricain. Est-ce que l'ONU est dépassée parce qu'elle ne sait pas les solutions à implémenter pour les situations, ou l'ONU est dépassée parce qu'il n'y a pas la volonté d'agir et de trouver des solutions à ces problèmes? L'ONU est dépassée parce qu'elle-même, instigatrice à travers les pays membres, parce qu'on ne peut pas parler de l'ONU comme si c'était un vase ex nihilo qui était détaché des États, à cause donc, je le disais, des conflits instigés finalement, le climat mondial instigé finalement par les États membres de cette organisation des Nations Unies. Je pense que les 2 hypothèses sont valables. Il y en avait 3. D'accord, les 3 hypothèses, bon, les 2 fondamentalement sont valables, c'est-à-dire l'hypothèse, n'est-ce pas, du manque de volonté et l'hypothèse du dépassement. D'abord, l'hypothèse du dépassement. On voit bel et bien que, d'un point de vue essentiellement organisationnel et fonctionnaliste, l'ONU ne peut pas aujourd'hui, n'est-ce pas, fonctionner rationnellement à cause de sa structuration qui cause problème aujourd'hui. C'est ça le problème. À cause de sa structuration qui cause problème aujourd'hui. La structuration, c'est laquelle? C'est qu'au sein de cette institution-là, les États n'ont pas les mêmes voix
D'accord? Les États ne parlent pas là-bas avec unanimité et univocité. Les États là-bas sont, n'est-ce pas, hiérarchisés. On a les super États et les États inférieurs, les moindres États. À partir de ce moment-là, cette structuration-là devient un obstacle pour la résolution ou alors l'implémentation de l'objectif ontologique des Nations Unies qui est celui du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Si on prend l'hypothèse du manque de volonté, ça c'est la vérité de la palisse qu'on ne saurait, n'est-ce pas, ici refuser de mettre sur la table. On voit bel et bien qu'aujourd'hui, les objectifs qui ont poussé les États créateurs de l'ONU n'étaient pas les objectifs du maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais c'était des objectifs manichéens, n'est-ce pas, teintés d'impérialisme et de colonisation. On voit que les États qui ont créé les Nations Unies sont des États qui, entre guillemets, se disent qu'ils ont gagné la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelques États, hein. La Grande-Bretagne, les Nations Unies, les États-Unis, la France, bref, le camp, n'est-ce pas, occidental. C'est eux qui se sont mis sur la table et ont défini le chemin des Nations Unies conformément à leurs intérêts. Et vous convenez avec moi qu'ils ne pouvaient que faire ainsi. Parce que vous ne pouvez pas mettre sur pied une institution qui va travailler contre vos intérêts. Les autres États ont tout simplement été parachutés dans cette institution, alors que les structures régaliennes de cette institution avaient déjà été définies. Vous voyez qu'à partir de ce moment, on peut aujourd'hui dire, sans risque de nous tromper, que le problème aussi réside au niveau du manque de volonté. Dès l'origine, il n'y avait pas la volonté légitime de maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est pourquoi, au regard de ces deux hypothèses, au regard de ces réalités-là, nous disons qu'aujourd'hui, pour que les Nations Unies deviennent de plus en plus efficaces, il est important qu'elles fassent table rase de tout ce qui existe là, jusque-là à présent, et qu'elles mettent sur la table la définition d'une nouvelle institution qui prendra en compte cette fois-ci les intérêts de tous les autres États. Si les Nations Unies sont formées aujourd'hui de 154 États, il faudrait que ces 154 États soient présents dans la définition des objectifs de cette institution. Vous ne pouvez pas être absent à la création d'une institution et venir intégrer cette institution en prétendant que celle-ci va travailler pour vos intérêts. Donc les États africains aujourd'hui doivent comprendre que cette institution travaille contre leurs intérêts et il est important de ne plus y être membre. Si vous faites aujourd'hui la comptabilité des membres qui ont signé la Charte des Nations Unies, les États africains en sont majoritaires. Or, les résolutions des Nations Unies sont des résolutions qui sont toujours contre les intérêts des États africains. De deux choses l'une. Soit vous êtes, n'est-ce pas, naïf en continuant, n'est-ce pas, de rester dans une institution qui travaille contre vos intérêts. Vous financez une institution qui travaille contre vos intérêts et vous continuez encore à y rester. Soit vous éveillez, n'est-ce pas, vos consciences en claquant cette institution. Parce que en sortant de cette institution-là deviendra une coque vide et les résolutions de celle-ci ne pourront plus s'appliquer aux États africains. Voilà le schéma que nous préconisons aujourd'hui. Les États africains ont, n'est-ce pas, l'opportunité, j'ai envie de dire, l'outil essentiel de restructuration de cette institution-là, parce que vous ne pouvez pas continuer à être membre d'une institution qui travaille contre vos intérêts. Merci, docteur Songo, pour cette lecture. Eh bien, on continue à parler de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, ouverte depuis le 22 septembre dernier au siège même de l'ONU. À présent, nous parlons des passages du Gabon, mais aussi du Mali. Ce n'était pas encore, on va dire,
devant l'Assemblée tout entière, mais il s'agissait de passage lors de cette assise où 140 pays étaient attendus par le secrétaire général de l'ONU, à savoir Antonio Guterres. Celui-ci avait décidé de réunir les États autour de ce qu'il a appelé le sommet de l'avenir. À la solde de celui-ci, à l'issue de ce sommet, on devait assister à la signature du pacte pour l'avenir. Plusieurs pays ont signé ce pacte d'ailleurs. Les pays africains semblent avoir adhéré pour la plupart, même si l'allié fidèle de certains pays africains comme la Russie a estimé qu'il s'agissait une fois de plus d'une entourloupe. Derrière ce pacte d'ailleurs, la Russie avait décidé de ne pas soutenir le pacte de l'avenir. Parlons donc du Gabon qui est représenté par la voix la plus autorisée. Il s'agit de celle du président, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, bien vêtu d'une tenue de ville. Il s'est donc tenu devant cette assemblée lors du sommet de l'avenir à l'entame de cette semaine de haut niveau et il déclare que le Conseil de sécurité doit se reformer. C'est une urgence. Celui-ci appelle d'ailleurs le Conseil de sécurité à se reformer à l'image des pays qui aujourd'hui sont en transition. On peut citer le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad qui est sorti de sa transition, le Gabon, en estimant que ces pays pourraient donner l'exemple de ce qu'on appelle sortir d'un long moment dans le noir et rentrer dans la lumière. Déjà, comprenez-vous, docteur Sango, cette comparaison et cet appel du général Brice Clotaire Oligui Nguema? Oui, je pense que cette affirmation peut paraître, n'est-ce pas, surprenante. Lorsqu'on sait que depuis que ce général est arrivé au pouvoir, il a évité jusque-là de se prononcer sur des problématiques internationales de souveraineté qui caractérisaient le Gabon. On a vu qu'il était beaucoup plus orienté vers des réformes internes, vers des problématiques entre guillemets accessoires qui n'avaient rien à voir avec la souveraineté du Gabon ou la souveraineté du continent africain. Donc aujourd'hui, lorsqu'il fait une telle affirmation, cela peut paraître surprenante parce que on voit que cette affirmation contraste avec les actions qu'il a posées jusque-là depuis qu'il est arrivé au pouvoir au niveau du Gabon. Cette affirmation est une affirmation qu'il faut saluer. C'est au niveau du Conseil de sécurité qu'il faut mettre le doigt. Parce que c'est là-bas que tout se joue. C'est là-bas que tout se décide. Or, lorsque vous voyez la structuration de ce petit organe avec des pouvoirs puissants, il n'y a aucun État africain qui est membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto. Il faut rappeler cela. Il n'y a aucun pays africain qui est membre permanent avec droit de veto. Il n'y a pas un État comme l'Allemagne. Il n'y a pas un État comme le Japon. Il n'y a aucun État de l'Amérique latine. Il n'y a aucun État du Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que cela signifie du point de vue opérationnel? Cela signifie tout simplement qu'en réalité, le marché mondial s'est installé à travers le Conseil de sécurité sans que l'ordre mondial ne s'installe au préalable. C'est ce que l'affirmation de Clotaire est en train de dénoncer. Et c'est la dénonciation qui est portée par tous les panafricanistes, par tous les délaissés des actions de cette institution-là. Il est urgent aujourd'hui de restructurer cette organisation à l'image de ce que les États de l'AES sont en train de faire. Cette précision vaut la peine. Pourquoi? Parce que nous assistons aujourd'hui à une sorte de réforme superficielle, superflue et même superfétatoire de cette organisation, dans le sens de consolider leurs intérêts dans l'avenir. C'est-à-dire, au lieu de faire des réformes qui vont satisfaire tous les États du monde,
les acteurs de l'impérialisme veulent faire des réformes qui vont continuer à satisfaire les intérêts de ces puissances occidentales. Regardez ce qu'ils proposent comme réforme aujourd'hui. Donner 2 sièges permanents aux États africains au Conseil de sécurité. Il faut le rappeler, sans droit de veto. En effet. Comment est-ce qu'on peut prendre cela? Les États-Unis estiment que dispatcher le droit de veto à d'autres pays, notamment des pays africains, ce serait créer l'anarchie et le désordre au sein du Conseil de sécurité. Quelle anarchie, madame Siké? Il faut rappeler que ici, madame Bégoudé, quelle anarchie? C'est plutôt lui qui est en train de créer l'anarchie à travers son affirmation. Il faut rappeler que les Nations Unies, du point de vue politologique, et là c'est un internationaliste qui est en train de vous parler, c'est une association qui a pour base le traité. Et ce traité-là est basé sur ce qu'on appelle le principe de souveraineté des États. Et qu'est-ce que le principe de souveraineté des États dit? Le principe de souveraineté des États vous dit que dans les relations internationales comme dans le concert des nations, il n'y a pas un État supérieur, il n'y a pas un État inférieur, tous les États se valent. Ça veut dire quoi de manière technique? Ça veut dire qu'à partir où 2 États se rencontrent sur le plan international, on ne veut pas savoir si vous avez la bombe atomique. On ne veut pas savoir si vous avez le produit intérieur brut à 10 chiffres. On ne veut pas savoir si vous avez les industries ou si vous avez ceci. Le principe, c'est que c'est 2 États qui se rencontrent et ces 2 États ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est le principe qui doit prévaloir au niveau des Nations Unies. Parce que c'est le haut lieu de ce que nous appelons souvent le rendez-vous du multilatéralisme. Or, ce principe-là a été galvaudé. Et on a plutôt privilégié le principe de la hiérarchisation des États qui ne représente rien du point de vue des relations internationales. Sauf si on doit nous dire aujourd'hui qu'il existe des États indépendants et il existe encore des États qui sont sous la tutelle et sous la colonisation au niveau des Nations Unies. À partir de ce moment, on peut comprendre pourquoi on a des États qui ont le droit de veto et les États qui n'ont pas le droit de veto. Mais si nous sommes dans un concert où tous les États sont indépendants, dans un concert où la colonisation a disparu, la colonisation et l'impérialisme ne sont plus en vigueur, on doit privilégier le principe de l'ordre mondial qui voudrait que un État, une voix. Donc la restructuration du Conseil de sécurité aujourd'hui, qu'il faut de plus en plus promouvoir, c'est la restructuration qui voudrait que tous les États aient le même niveau de voix, de puissance, de droit au sein de cette institution. Donc c'est en réalité un État, un droit de veto, un État, un droit de veto. Ça reviendra maintenant à chaque État d'utiliser son droit de veto conformément à ses intérêts. Regardez l'autre filouterie que ces acteurs-là sont encore en train de proposer aux États africains. Et que malheureusement, certains États africains adhèrent. Mais c'est ça le drame aujourd'hui. Ce qu'ils ont appelé le pacte de l'avenir pour les pays du Sud global. Comprenez le vocabulaire. Sud global. Ça veut dire qu'il y a un Nord global. Effectivement. Il y a un Sud global. Vous voyez? La balkanisation du monde. On vous dit qu'il y a un monde du centre et un monde périphérique. Le Sud global, ça veut dire quoi? Le Sud, les pays pauvres, les pays sous-développés, les pays qui n'ont pas le droit de parler au même rythme que les autres pays, les pays qui doivent rester dans le chaos et dans la pauvreté. Mais ce sont des discours qu'il faut dénoncer. C'est des vocabulaires qu'il faut vomir dans les relations internationales. Mais malheureusement, certains États continuent encore, certains États africains continuent encore à accepter des instrumentalisations pareilles de l'Afrique et des imbécilisations du continent africain pareilles, sans toutefois ouvrir les yeux et comprendre qu'en réalité, ces impérialistes n'ont jamais changé leur façon de s'asseoir et ne pourront jamais accepter que le monde soit guidé par un droit égalitaire. Ce qu'on présente aujourd'hui comme droit international, vous-même vous voyez comme il est instrumentalisé sur le terrain.
le droit international n'a de rapport aujourd'hui que par rapport au rapport de force, à la puissance. On voit que c'est un droit qui est utilisé à géométrie variable. Regardez les nations, la guerre israélo-palestinienne. Regardez l'assassinat que Bush a fait en Irak en pendant tout un président, Saddam Hussein, sous le prétexte que ce dernier utilisait des armes chimiques. Et à la dernière minute, il a été démontré que c'était une erreur, hein, que ce dernier-là n'avait pas des armes chimiques. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce dernier? Qu'est-ce qu'on a fait de Barack Obama et de Sarkozy qui ont assassiné Kadhafi? Rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que ces États-là ont ce qu'on appelle l'indice de puissance. Les États africains sont orientés ailleurs alors que les vraies problématiques sont d'un autre côté. Les États africains doivent comprendre qu'aujourd'hui, ce qui va faire restructurer les Nations Unies ne sont pas les discours, ce ne sont pas les dénonciations. Ce qui fera restructurer les Nations Unies, c'est le rapport de force. Et ce rapport de force-là passe indubitablement par la construction de ce que l'on appelle en géopolitique l'indice de puissance. C'est cet indice de puissance-là qui fait qu'aujourd'hui, après l'assassinat du président, n'est-ce pas, irakien par Bush, que Bush ne soit pas inquiété. C'est cet indice de puissance qui fait que Israël bombarde la Palestine sans qu'il ne soit inquiété sur le plan international. C'est cet indice de puissance qui fait que les États-Unis et l'OTAN n'agressent pas directement la Russie parce que conscient du fait que la Russie a un indice de puissance capable de réagir. C'est cet indice de puissance qui fait que la Corée du Nord parle avec respect au niveau des concerts des nations et inquiète les pays comme les États-Unis. Qu'est-ce que l'Afrique a? Ce n'est que normal qu'on piétine l'Afrique. Ce n'est que normal qu'on imbécilise l'Afrique parce que l'Afrique est un éternel enfant qu'on peut gifler, qu'on peut piétiner sans que celui-ci ne puisse réagir parce que n'ayant pas les moyens, n'est-ce pas, de sa défense. Aucun État africain ne s'en sortira seul. Les États africains doivent se mettre ensemble, prendre conscience de cette réalité géopolitique globale et travailler dans le sens de la configuration des rapports de force communes pour sauver l'avenir du continent africain. Malheureusement, nous avons encore certains leaders au niveau du continent africain qui ne comprennent pas ces enjeux, qui continuent encore à penser que l'Afrique doit être cette entité instrumentale au jeu de la manipulation internationale. Il est donc question aujourd'hui pour nous panafricanistes de pousser le combat panafricain vers un autre élément qui est celui de la définition, n'est-ce pas, des nouveaux leaders panafricanistes au niveau du continent africain. C'est ce que nous appelons la prise du contrôle politique du continent africain par les panafricanistes qui seront informés des enjeux panafricanistes et qui travailleront pour les intérêts du continent africain au niveau international. Merci beaucoup, Dr Sango. Nous allons clôturer avec la sortie cette fois-ci de Bamako, qui est représenté par le ministre des Affaires étrangères de ce pays-là. Celui-ci, n'est-ce pas, à ce sommet de l'avenir, a appelé les nations qui comportent aujourd'hui l'ONU à respecter les textes, notamment la déclaration du 20 septembre 2024 du Conseil de sécurité, dans laquelle le secrétaire général de l'ONU a condamné l'attaque terroriste contre la capitale malienne, en rappelant aussi tous les États agissent conformément à leurs obligations internationales pour que les auteurs de ces crimes ainsi que leurs financiers et sponsors soient traduits devant la justice. Abdoulaye Diop, puisqu'on parle de lui, a porté la voix de Bamako, porté la voix des États de l'Alliance du Sahel, n'est-ce pas, afin que justice soit faite face à des actes de terrorisme soutenus par une communauté dite internationale sur le territoire sahélien. Une fois de plus, un coup d'épée dans l'eau, Dr Sango? Oui, je pense que ces discours-là, dans leur nature, restent des discours, n'est-ce pas, salvateurs, comme je vous ai dit, mais c'est encore une fois de plus des coups d'épée dans l'eau, parce qu'en réalité,
ces dénonciations-là restent tout simplement des dénonciations. On a vu le secrétaire des Nations Unies qui a dénoncé cette attaque de la capitale malienne. Mais what next? Qu'est-ce qui a suivi après? Est-ce qu'on a interpellé les responsables? Est-ce qu'on a interpellé ceux qui ont pensé cette action, cette attaque-là? C'est ça le problème aujourd'hui. On n'arrive pas à voir comment les Nations Unies qui ont, n'est-ce pas, le monopole et qui ont les moyens, n'est-ce pas, de coercition, de contraindre les terroristes ou alors les turiféraires de la violence à se maintenir, n'arrivent pas à le faire justement parce qu'en réalité, il y a un manque de volonté. Il y a, n'est-ce pas, une nette volonté d'utiliser cette institution-là pour des intérêts autres que ceux du maintien de la paix et de la sécurité des États. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce Mali-là qui vient de faire un communiqué, vous savez que ce même Mali a une plainte contre les États terroristes au niveau des Nations Unies qui a été déposée. Jusqu'aujourd'hui, cette plainte-là n'a jamais fait l'objet d'une ouverture. Vous savez pourquoi? Justement parce qu'en réalité, la mise sur agenda des problématiques devant faire l'ordre du jour dans les différentes assemblées générales de cette institution-là est conditionnée sur ce qu'on appelle le rapport de force. Pour que un dossier soit mis sur la table comme étant élément devant faire l'ordre du jour, il faudrait que cela passe par des États puissants. Or, aujourd'hui, le continent africain ne peut pas imposer un ordre du jour au niveau des Nations Unies. C'est les États qui ont le droit de veto. C'est les États puissants. C'est les États qui ont l'indice de puissance qui définissent ce qui fera l'ordre du jour au niveau des Nations Unies. Donc, dénonciation de Bamako, c'est bien, mais je pense que Bamako doit comprendre qu'aujourd'hui, les simples dénonciations ne servent à rien. Il est important de privilégier d'autres mécanismes capables de faire bouger les choses. Et ces autres mécanismes-là sont lesquels? C'est des mécanismes qui consistent, premièrement, à sortir de cette institution qui devient de plus en plus un poison pour les États africains, et deuxièmement, de travailler pour acquérir les 10 de puissance qui, ensemble avec ce que nous appelons le bloc des BRICS sur le plan international, participera à définir une nouvelle organisation internationale capable cette fois-ci de prendre en compte les intérêts des uns et des autres. Voilà le schéma aujourd'hui réaliste qu'il faut privilégier dans la lecture des rapports géopolitiques qui caractérisent le concert des nations. Ne pas lire l'actualité dans ce sens serait faire, n'est-ce pas, montre de naïveté. Pourquoi? Parce que la scène internationale n'a jamais été une scène de dénonciation, n'a jamais été une scène, n'est-ce pas, de philanthropie, n'a jamais été une scène, n'est-ce pas, ici, de sentiments, mais a toujours et demeurera toujours une scène d'intérêt et de rapport de force des puissants. C'est à peu près comme dans un fleuve. Les gros poissons ont le droit de manger les petits poissons, même si ces petits poissons ont aussi le droit d'exister. Donc, est-ce que les États africains demeureront éternellement des petits poissons à la solde des gros poissons? C'est ça la question à laquelle chaque leader africain, chaque panafricaniste devrait répondre pour faire face aux velléités de déstabilisation des puissances occidentales. Merci infiniment, Dr Sango. Vous étiez l'invité de cette émission Regard panafricain. Je le rappelle, vous êtes politologue et internationaliste, habitué, mais alors très habitué des plateaux de For You Media Africa, des studios de For You Radio. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Regard panafricain, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie, monsieur et madame Cassandra Bégoudé. Vous vouliez dire monsieur Nguéné cette fois-ci. La technique qui a été magistralement portée par monsieur Nkele, sans toutefois oublier les téléspectateurs et téléauditeurs qui ont pris leur part de temps pour suivre nos modestes analyses.
Merci infiniment pour votre présence. On remercie Kelly qui est à la mise en onde de ce programme. Comme d'habitude, notre fidèle compagnon derrière les machines et les caméras. Merci à vous tous qui nous avez regardés sur For You Télévision, nos plateformes For You Media Africa et écoutés sur For You Radio. À très bientôt à tous.